Bonjour à tous, bienvenue à cette première webconférence de l'année 2022 pour Ports en Par. Donc, je suis Cédric Louboutin, je m'occupe de l'offre financière et du marketing chez Ports en Par. Je suis ravi de vous retrouver pour ceux qui nous ont suivis en 2021. Donc, d'abord, je vous présente nos meilleurs vœux au nom de toute l'équipe pour cette année 2022. Alors, elle commence naturellement et malheureusement encore sous le signe de la pandémie. Donc, nous sommes encore en partie confinés chez nous, mais bon. Vous le voyez, on maintient notre rythme et nos rendez-vous mensuels, voire bimensuels avec mon collègue Lionel Duverger. Donc sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc une webconférence que l'on voulait un peu proche de l'actualité avec Lionel. Alors c'est naturellement un point marché, mais dans le contexte actuel de hausse des taux, alors ce qui était encore quand on a programmé la conférence une quasi-certitude, puisqu'on a commencé à parler de cette webconférence en décembre, mi-décembre, est devenu une réalité avec tout au long de la semaine les déclarations qu'on peut avoir de Monsieur Powell ou les autres membres de la Fed. Alors, pour le bon déroulement de la webconférence, donc n'hésitez pas à couper les autres applications qui sont en cours pour avoir un meilleur son et pas avoir trop de bandes passantes. Alors, concernant notre agenda, donc aujourd'hui, donc nous sommes ensemble pour à peu près une grosse demi-heure pour ce point marché. Le 27 janvier prochain, nous accueillerons mes collègues conseillers, responsables clientèle privée qui nous parleront des portefeuilles tout-terrain, comment construire un portefeuille tout-terrain, notamment en prenant les valeurs de secteurs un peu oubliés. On pense au secteur de la santé ou au secteur de agroalimentaire, boisson. Et enfin, le jeudi 10 février, nous ferons un nouveau point marché avec Lionel Duverger. Alors, pour commencer, donc vous le voyez, on souhaite revenir naturellement sur la Fed, sur les déclarations de Monsieur Powell de durcir le ton. Donc, mais est-ce que c'est vraiment une surprise? On reviendra dessus, mais pour nous, c'était en fait attendu. Et enfin, Lionel passera en revue l'ensemble des grands indices et fera ressortir quelques grandes tendances qui peuvent se dessiner tant au niveau sectoriel qu'au niveau intrasectoriel. Et nous vous donnerons naturellement notre vue que nous avons aujourd'hui 13 janvier sur les prochaines semaines. Alors, si je partage tout de suite avec vous cette première slide, il est vrai, on a eu 2021, c'est une très belle année. C'est une très belle année boursière, mais c'est aussi une très belle année pour des investisseurs dans l'immobilier, aussi pour des investisseurs dans les matières premières. On a de nombreux sous-jacents comme le pétrole ou le cuivre qui se sont très très bien portés. Et quand on regarde les indices boursiers, c'est vrai que c'est là où on n'était peut-être pas habitué à voir autant d'indicateurs aussi bien orientés. Vous voyez, je vous l'ai mis dans le tableau en haut à droite. Performance 2021 positive pour pratiquement tous les indices. Alors, une fois n'est pas coutume, il faut le dire, le CAC, c'est plus 28,9%. C'est parmi la meilleure performance de tous les indices. Et donc, c'est à souligner puisque en plus d'une très bonne performance en absolu, l'indice a aussi inscrit des records. C'est aussi la même chose, c'est-à-dire des records en absolu. C'est la même chose également pour le S&P, également pour le Nasdaq. Mais pour une fois, c'est vrai, l'indice français a battu les indices américains. À noter toutefois que le DAX, alors vous l'avez certainement suivi, avec 15,8% de progression sur l'ensemble de l'exercice, paraît un petit peu faible. Alors, c'est essentiellement lié, Lionel reviendra dessus, mais c'est essentiellement lié, pardon, à une composition. Ça vous a pas échappé. Qu'est-ce qui a tiré essentiellement les indices cette année? Secteur du luxe, secteur bancaire, mais aussi l'énergie. Autant de secteurs qui sont faiblement représentés dans le DAX. Alors, à noter, tout en bas de ce tableau, les indices Eurostoxx Value, donc tout ce qui est valeur cyclique, et valeur de croissance grosse. Alors, habituellement, c'est-à-dire depuis un peu plus de 10 ans, l'indice croissance, des valeurs de croissance, est toujours nettement supérieur à l'indice des valeurs cycliques. Eh bien, cette année, le nettement n'est plus tout à fait valable, encore moins si on prend le dernier mois de l'année, donc le mois de décembre, où on voit qu'il y a eu vraiment un rattrapage, voire une accélération des valeurs dites cycliques. On reviendra aussi dessus, mais c'est quand même une tendance très intéressante à noter. Euh, Juste un aparté, j'ai oublié de le préciser, dans le panorama des indices mondiaux, très belle année 2021, sauf pour les marchés émergents.
On, on en a parlé plusieurs fois lors de nos précédentes webconférences. Malheureusement, on avait eu un pari peut-être un petit peu audacieux. C'est un pari qui n'a pas fonctionné. C'était de revenir sur les marchés émergents au mois d'avril, au mois de mai. C'est un pari qui a été raté, hein, faut l'avouer. Pourquoi? Parce que le tour de vis réglementaire donné par les autorités chinoises tour à tour sur le secteur des technologies, sur le secteur de l'éducation en ligne, sur le secteur des bancaires, la quasi-faillite d'Evergrande dans le secteur de l'immobilier ont pesé sur les indices émergents et particulièrement la Chine. Donc c'est un pari qui n'a pas fonctionné. Donc à part les émergents, une belle année 2021 pour les investisseurs en bourse, mais aussi pour les investisseurs dans les autres actifs. Alors, autre fait marquant de 2021, et on souhaite revenir dessus avec Lionel, puisque c'est quand même quelque chose d'assez récent, c'est la rotation sectorielle qu'on a pu avoir, très forte jusqu'en mai 2021, on a pu en parler en décembre lors de notre webconférence, mais elle s'est vraiment atténuée, et depuis le mois de mai, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de convergence entre les performances des secteurs, c'est-à-dire on le voit très bien, fin d'année, quel est le panorama que nous avons? Technologie et banque tiennent le haut du pavé avec des performances de l'ordre de 37-36%, 37 pour la techno, 36 pour les banques. Et le petit dernier, voyage et loisirs, tourisme et loisirs, c'est moins 9,3. Donc c'est peut-être un des seuls secteurs qui n'a pas profité de cette belle année 2021. Mais là où l'année dernière, on avait l'année dernière, pardon, 2020, excusez-moi, on avait un premier de classe, la technologie, qui était à plus 18, et un dernier qui était la banque, faut l'avoir à l'esprit. On avait un écart de plus 18 et moins 24. Donc vous voyez une dispersion beaucoup plus grande, presque un peu plus de 50%, que celle que l'on connaît depuis le début de l'année 2021. Donc fin de la dispersion sectorielle et peut-être moindre rotation sectorielle sur la fin de l'année. Donc à l'exception des secteurs voyage et loisirs, tous les secteurs ont vraiment bénéficié. Et surtout, sur la fin de l'année, sur le mois de décembre, on se rend compte que les secteurs, vous l'avez peut-être à l'esprit, les secteurs de tourisme et loisirs, secteurs des ressources de base, mais aussi des banques et de l'industrie sont des secteurs qui ont accéléré. Donc en gros, on est en train de commencer l'année avec une tendance qui s'est dessinée sur la fin de l'année précédente, très favorable aux valeurs et aux secteurs cycliques. Les bulles. Les bulles. Je voulais quand même revenir dessus. On en a parlé aussi un petit peu pendant l'année. Euh, c'est vrai que derrière ce panorama un peu parfait, avec des indices sur des niveaux records, avec des secteurs aussi extrêmement bien orientés, presque tous les secteurs ont monté, faut regarder un petit peu derrière et avoir un peu plus de granularité. Il faut quand même se méfier. Il y a un certain nombre de bulles d'investissement qui se sont créées derrière des tendances que je qualifierais d'un peu populaires. Derrière, on a quoi? On a des valorisations qui sont un petit peu gonflées, forte dynamique de prix naturellement, mais souvent des niveaux de valorisation qui surpassent un peu la croissance fondamentale. Alors, les valeurs ou les secteurs qui nous viennent à l'esprit, c'est l'hydrogène, on l'a vu en début d'année, ça s'est un peu dégonflé. L'énergie verte, on avait eu en 2020 une année fabuleuse, ça c'est un peu dégonflé. Les voitures électriques aussi, par exemple, tout ce qui tournait autour des batteries et autres composants liés à cette révolution. Mais également, quelque chose d'un peu plus pragmatique, c'est les valeurs technologiques. Effectivement, les valeurs de croissance, la technologie l'illustre, on a l'impression que c'est magnifique, tout s'est extrêmement bien passé sur ce segment. Eh bien, pas tant que ça. Parce que si vous regardez la progression du S&P, alors je l'ai mentionné, S&P plus 27% sur l'année. Pareil pour le Nasdaq, plus 27 si on arrondit. Mais si vous regardez un petit peu plus en détail, la moyenne l'action moyenne du S&P a en fait gagné 24%. Pareil pour le Nasdaq. L'action moyenne n'a progressé que de 14%. C'est les fameuses équipondérations. Eh bien, qu'est-ce qui a fait la différence? Un Apple, par exemple. Apple vient de franchir les 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, mais derrière, il faut pas oublier que qu'est-ce que ça représente? Ça représente les 100 plus grandes entreprises britanniques de l'indice FTSE. Et les 5 premières
méga cap technologiques américaines sont maintenant plus grandes que l'ensemble du marché européen. Donc en fait, on l'avait déjà évoqué en 2020, mais on remarque qu'il y a une polarisation des flux, une polarisation des valorisations sur un certain nombre de petites valeurs, ce qui un peu déforme les performances des indices. Donc je crois qu'il faut vraiment se garder pour 2022 d'extrapoler les tendances de 2021, de faire attention à certaines bulles. On pense que la technologie en est une, même s'il y a des fondamentaux solides, mais tout a un prix et là peut-être qu'on est un petit peu en train d'aller trop loin. Donc au contraire, il peut y avoir des corrections sur l'année 2022 qui pourront être mises à profit et qui seront de vraies opportunités d'investissement. Alors la Fed. La Fed, comme je l'ai indiqué en bas à droite, il ne faut pas avoir peur de la Fed. C'est vrai, ça a été confirmé cette semaine, 3 hausses de taux, donc c'est les minutes de la Fed qu'on a eues en début de semaine. On a donc 3 hausses de taux, dont la première en mars qui se profile, c'est acté. Programme de rachat d'actions, programme de rachat d'actifs hein, qui va se mettre en place et va s'accélérer. Donc c'est ce tapering. Il va y avoir ensuite la baisse du bilan global de la Fed. Tout ça pour combattre une inflation, vous l'avez vu hier, qui culmine à 7%, qui est un record depuis 40 ans, parce que le dernier chiffre équivalent remonte aux années Reagan à 1982. Mais en fait, tout ceci n'est pas vraiment une surprise. C'est pas une surprise puisqu'on en parlait déjà en décembre. En décembre, Monsieur Powell a bien indiqué que il allait durcir le ton, que l'inflation, que le plein emploi on en était proche aux États-Unis. Il a aussi bien indiqué que l'inflation, elle était peut-être pas si elle était peut-être pas si de transition qu'on pouvait le croire au début, mais que par contre, pour la combattre, il allait certainement falloir remonter les taux et en fait mettre en place les mesures qu'il vient de valider en ce début janvier. Donc, vous le savez, les investisseurs en bourse n'aiment pas la surprise. On ne peut pas dire que ce qui a été annoncé par la Fed soit une vraie surprise. Il a confirmé en fait ce qui avait déjà été annoncé courant décembre. Donc, ne faut pas avoir peur de la Fed. Et la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas avoir peur de la Fed, c'est que quand on regarde un petit peu dans le passé, on regarde un peu derrière soi, euh, notamment sur les 7 derniers cycles de hausse des taux de la Fed, donc depuis 1983, eh bien on se rend compte que l'indice S&P s'est apprécié d'environ 5% avant le premier relèvement des taux, et ensuite encore de 5% en moyenne dans les 6 mois qui ont suivi cette hausse de taux. Donc, alors, bien sûr, c'est le passé. Les performances passées ne présagent pas des performances à venir, mais ça vous donne quand même un peu de recul par rapport à cette hausse qui fait trembler tout le monde. Elle a lieu, mais c'est pas forcément synonyme d'effondrement des marchés actions. En plus, il faut quand même avoir à l'esprit que dans un contexte inflationniste, même si l'inflation de 7% peut redescendre à 2, 2,5 ou 3%, les actions restent quand même un actif qui est sûr, encore plus quand on regarde les perspectives de croissance des bénéfices nets par action des sociétés du S&P que l'on attend autour de 6 à 8% pour l'ensemble de l'exercice. Donc, en regardant un petit peu l'histoire, pas de crainte, les marchés, le S&P peut continuer à grimper avant la hausse de taux et encore après la hausse de taux. Mais qu'est-ce que ça peut avoir comme impact que cette hausse des taux? Pour nous, c'est vraiment un puissant moteur de rotation. Alors pas forcément de rotation sectorielle, comme on a pu l'avoir les années précédentes, mais plus un puissant moteur de rotation dans les styles d'investissement. On parlait tout à l'heure des valeurs de croissance, hein, et on le voit se dessiner fin décembre, et là en début d'année ça se confirme, rotation des valeurs de croissance vers les valeurs cycliques. Rotation également entre des secteurs qui sont très chers, très valorisés, on parlait des valeurs, les grosses tech américaines, vers des secteurs peut-être moins chers, moins valorisés. On pense tout de suite aux secteurs voyages et loisirs qui ont été fortement impactés par la pandémie et qui n'ont pas du tout profité de l'allègement des pressions au cours de l'année 2021. Mais c'est aussi une rotation certainement entre les grosses valeurs et les petites valeurs.
Donc voilà, nous, notre argument est de dire que cette hausse de taux n'est pas à craindre. Cette hausse de taux a été anticipée, elle a été un peu orchestrée. On doit la voir pour une question de maîtrise de l'inflation, peut-être beaucoup plus importante, mais que de toute manière, on va avoir une véritable rotation. Et c'est là où, en termes de portefeuille, il va falloir qu'on sache se positionner. Donc si on passe au slide d'après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la rotation, donc je vous l'ai indiqué dans mon portefeuille qui est en allocation sectorielle cible. Vous le voyez, on n'a pas eu de changement en fait en termes de tendance. Donc je le rappelle pour ceux qui découvrent ce portefeuille. Ce portefeuille, en fait, il est élaboré à partir de croisements de moyennes mobiles, 5 jours, 10 jours, 20 jours, 50, 100 et 200 jours. Et en fait, ça nous permet de voir un petit peu la tendance qui se dessine dans les portefeuilles. Il y a eu, par rapport au mois de décembre, quelques ajustements, consommation courante qui est un petit peu remontée, matériaux de base également, ou à l'inverse, consommation non essentielle un petit peu plus cyclique qui s'est ajustée. Mais il n'y a pas eu de grands mouvements. Donc on pense que on doit commencer l'année 2022 avec un portefeuille très diversifié au niveau des secteurs. Il faut aussi donc ça implique pour ceux qui avaient peut-être des portefeuilles un peu déformés suite à l'année 2021, je pense au poids des financières qui est peut-être pas forcément autour de 8 à 10% comme vous le voyez sur le slide. Il faut plutôt tendre vers cette position. Attention à une surpondération des valeurs de croissance. On pense aux valeurs, aux grands amours que l'on peut avoir pour les valeurs technologiques, mais aussi pour les valeurs du luxe, surtout quand on est français, quand on voit le magnifique parcours de Hermès ou de LVMH. Et puis, il faut aussi reconsidérer ces secteurs qui ont été oubliés par la pandémie. On pense au secteur voyage et loisirs. Certes, c'est faible, mais bon, faut pas rester complètement à l'écart de ces secteurs. C'est vraiment la recommandation pour l'ensemble de l'année 2022. Retour de la volatilité, comme on l'a vu en début d'année, ça risque de se poursuivre. Rotation, que ce soit d'un style d'investissement vers un autre, est aussi synonyme de volatilité. Pour nous, ça sera plutôt un synonyme d'opportunité, pas forcément de marché qui capitule, car on le verra avec Lionel, la tendance des marchés reste bonne. Et enfin, même si l'année 2021 a peut-être été décevante pour le segment des mid-cap, puisque on l'a vu en termes de performance, c'est un petit peu inférieur à la performance des grands indices, on est autour de 15%, pour des grands indices plutôt à 25%. On reste néanmoins sur une tendance, à notre sens, qui va être encore renforcée, car les fondamentaux sont bons, donc pour le segment des mid and small. Lionel, j'en ai terminé, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonne année. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son passe bien? Le son est très bon. Très bien. Merci. Je commence par le S&P 500. Alors, vous savez, quand on est au mois de janvier, c'est souvent un peu l'heure du bilan, hein. On fait le bilan de l'année qui précède et puis on commence à se frotter un peu là au jeu des perspectives de l'année qui vient. Donc, si on regarde ce qu'a fait le S&P 500 l'année dernière, donc une très bonne année en performance, et une année un peu particulière au sens où il n'y a pas eu de retour à la moyenne mobile 200 jours en vert. Et ça, c'est un phénomène plutôt rare. On va le voir sur la page d'après avec les statistiques. Et on s'est arrêté. Les corrections ont été plutôt de faible ampleur pendant tout 2021 et n'ont pas été au-delà de la moyenne mobile 100 jours en bleu. Et la plus grosse correction, hein, de clôture à clôture, le plus gros repli de l'année, ça devait être au mois d'octobre, a été de 5,2%. Donc il n'y a pas eu de correction d'ampleur l'année dernière, pas de retour à la moyenne mobile de 100 jours. Donc je me suis intéressé à voir historiquement depuis 1928, je crois que c'est le recul maximum que j'ai sur mes données sur le S&P 500. Qu'est-ce que ça veut dire statistiquement? Donc ça c'est sur la page suivante. Donc j'ai listé toutes les années, c'est la première colonne de gauche dans le tableau, toutes les années où il n'y a pas eu de retour à la 200 jours, donc il y a eu 2021, précédemment dans les années plus récentes 2017 ou 2013, puis après on remonte petit à petit dans le passé. Au total, il y a eu 9, ça s'est produit 9 fois. Ce qui s'est passé en 2021 s'est produit 9 fois, donc on va dire une fois sur 10.
On a une chance sur 10, on va dire à peu près, de ne pas faire de retour à la moyenne mobile de 100 jours dans une année. Donc c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Une seule fois dans l'histoire, c'était en 54-55, ça s'est produit 2 années de suite. Donc si on se base simplement là-dessus, on pourrait se dire il y a à peu près une chance sur 100 qu'on ne fasse pas de retour à la moyenne mobile de 100 jours en 2022. Et puis maintenant, si on regarde les performances de ces années, des années qui suivent un non-retour à la 200 jours, on voit que les performances moyennes de ces années-là est pas très fantastique, -3 en moyenne, mais si j'exclus des années un peu particulières qui sont la première moitié du XXe siècle, et je prends des régimes de marché un peu plus traditionnels qu'on connaît, on a une moyenne autour de 0%, avec 2 années négatives autour de 2 années positives autour de 9% et 11%, et 4 années négatives sur les 6 dernières occurrences depuis ces 50 dernières années. Donc, on pourrait se dire, si on a une performance positive cette année, elle devrait être moindre que les très grosses années de hausse qu'on a eues l'année dernière, avec 27% environ sur le S&P 500. Donc, on ne peut pas raisonnablement s'attendre à une performance aussi forte que celle de l'année dernière au niveau global. Statistiquement, on devra avoir, si hausse il y a, elle devrait être moindre et elle devrait passer par une correction intermédiaire, un retour à la moyenne mobile de 100 jours. Après, si on regarde en termes mensuels cette fois, qu'est-ce qui s'est passé ces années-là, les années suivant les non-retours à la 200 jours? On voit que souvent les corrections sont produites plutôt en janvier-février. En tout cas, les 6 dernières fois que ça s'est produit, c'était plutôt sur le début de l'année qu'il y a eu une correction, quitte à ce que ça reparte à la hausse ensuite. Donc on va plutôt se situer dans ce genre de cadre, que le marché ait besoin d'avoir une respiration sur le début de l'année, puis quitte à repartir à la hausse ensuite. Page suivante. Là, je change de sujet, je rebondis sur ce que disait Cédric tout à l'heure. La value, la grosse. Donc, la value, le segment des secteurs des valeurs faiblement valorisées, à moindre croissance, que sont globalement la banque, l'assurance, l'auto, en tout cas les grands constructeurs généralistes, l'énergie, des valeurs typiquement comme Total par exemple, et puis dans une moindre mesure plus petits secteurs comme les matières premières. Vous avez là les 5 secteurs qui ont des niveaux de PER faibles, faibles dans l'absolu, ça c'est un peu normal, mais aussi faibles par rapport à la moyenne historique et faibles quand on les compare à la moyenne de valorisation des secteurs plus chèrement valorisés dans les valeurs de croissance, typiquement certaines valeurs de la technologie. Quand on regarde l'écart de valorisation entre les deux, il est sur des niveaux quasiment extrêmes qu'on n'a pas vus depuis la fin des années 90. Donc là, vous avez en haut le fameux secteur value, fameux indice value, qui monte tranquillement au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours haussière. Elle a été 4 fois support depuis l'été 2021 et à chaque fois, ça repart à la hausse tranquillement. Et puis, vous avez en bas son ratio relatif par rapport au segment croissance. Donc, on voit qu'il y a eu une sous-performance très forte de la value au cœur de 2020 et que depuis ça se calme et qu'on a même là une cassure du trend baissier long terme 2018, 19, 20, 21. Donc on peut se dire que dans un phénomène de rattrapage a priori relativement durable, au moins pour cette année 2022, des valeurs faiblement valorisées. Page suivante. Et on retrouve ça, j'en avais parlé dans dans un précédent point marché, on retrouve ça notamment sur la surperformance en ce moment du FTSE 600. L'indice anglais est plus value que les autres. Il est moins techno que les autres, plus banque, plus consommation de base, par exemple. Et donc, il a largement sous-performé en 2019, surtout 2020. Ça se calme en 2021 et ça repart en surperformance en 2022. Donc, voilà, on considère que c'est un segment de marché, une zone géographique intéressante de point de vue là, parce qu'elle est justement assez typée value. Page suivante. Toujours sur la value par rapport à la grosse, là, on regarde
le ratio, donc on zoome un peu, hein. En violet, vous retrouvez le ratio de l'un par rapport à l'autre qu'on avait vu en dézoomant juste avant. Là, on le retrouve un peu plus zoomé sur la deuxième partie de 2021 et ce début 2022. Et puis, vous avez en parallèle le taux à 10 ans allemand en bleu. Donc, on voit qu'il y a une corrélation qui est toujours assez forte avec justement toutes ces questions d'évolution des taux. Quand les taux remontent, comme c'est le cas depuis le 20 décembre, les secteurs et les valeurs value surperforment. À l'inverse, dès que les taux se calment, c'est en général plutôt les valeurs de croissance qui reprennent le dessus. Donc c'est la poursuite de ce phénomène qu'on a vécu tout 2021. Page suivante. Là aussi, une autre façon de voir toujours ce même phénomène, c'est la banque. La banque, c'est le premier secteur value en taille et qui réagit le plus au taux. Et dans le plus gros secteur croissance, c'est la technologie. Donc vous avez en haut en bleu depuis un an l'évolution de la banque, en rouge la technologie. On voit que les deux n'avancent pas forcément au même moment. Et donc vous avez leur ratio de l'un par rapport à l'autre en violet. Donc, quand la courbe en violet monte, c'est que la banque fait mieux que la technologie, et inversement. Et puis vous avez en vert le taux à 10 ans allemand. Donc on voit là aussi qu'il y a une corrélation assez forte entre la montée des taux et la surperformance du secteur bancaire. Page suivante. Donc puisqu'on parle des taux, on regarde là sur un peu plus longue période, là sur 2020-2021, que font les taux à 10 ans allemands. On voit que donc déjà ils ont tendance à remonter globalement hein, depuis la fin 2020 avec une petite oblique en pointillé en bleu. Donc la tendance de fond est quand même à une remontée qui est tout de même coiffée par une résistance oblique légèrement haussière qui rejoint tous les pics depuis 2019 jusqu'au pic de ces derniers jours et qui a été résistance à plusieurs reprises. Donc l'idée, c'est que oui, remontée de taux, mais remontée de taux qui voilà, qui est pas du tout linéaire, pas du tout régulière, qui se fait par vagues, des fortes vagues de hausse, des replis, on en a eu plusieurs l'année dernière. Donc on va rester dans ce cadre-là. Et puis quand on regarde en bas, vous avez le RSI donc qui indique les zones de surachat. Et on voit que là, on a une zone de surachat ces derniers jours. On a eu 3 fois l'année dernière une zone de surachat. À chaque fois, ça s'est calmé ensuite. Hein, il y a une phase de pause plus ou moins profonde, mais où voilà, faut respirer derrière et ça peut repartir ensuite. Donc on est là sur vraisemblablement un niveau intermédiaire un petit peu extrême, où la remontée a été très très forte ces 3 dernières semaines. Elle pourrait tout à fait se calmer, quitte à repartir à la hausse plus tard dans l'année. Page suivante. Donc on parlait du 10 ans allemand. On regarde le taux à 10 ans américain, qui a une forme légèrement différente. Donc on voit là aussi qu'on est quand même, vous voyez la ligne de tendance haussière moyen terme en bleu qui relie le creux de mi-2020, le creux de mi-2021, le creux de fin 2021. On a là une ligne de tendance haussière moyen terme. Donc tant qu'elle est préservée, on reste dans ce phénomène de remontée de taux. Et là aussi, pas en ligne droite, c'est fait d'impulsion de correction. Et on se rapproche petit à petit déjà d'une résistance intermédiaire qui est le pic de mars dernier, vers 1,77. Et puis vous avez une résistance long terme un petit peu au-dessus, qui se situe vers 1,95. Si vous me demandez mon sentiment, je ne pense pas qu'on rejoigne cette résistance sur ce début d'année. Je pense que ça peut tout à fait se faire plus tard dans l'année, après avoir corrigé le dernier mouvement de hausse qui était un peu brutal. Cette ligne de tendance haussière en bleu, il se trouve qu'elle va rejoindre ce niveau horizontal de résistance d'un 95, qu'elle va le rejoindre pour le mois de décembre. Donc on pourrait imaginer que la hausse des taux voilà, se fasse en plusieurs temps et qu'on ne rejoigne pas ce 1,95 tout de suite en ce début d'année 2022. Page suivante. Donc là, sur le CAC 40, parlons du CAC, et là on parle plus moyen terme et court terme. Comment se constitue la hausse du CAC 40 ces derniers mois? Bon, d'abord, c'est une ligne de tendance haussière en pointillé
qui rejoint tous les creux de mai, de juillet, de septembre, d'octobre. Donc ça, la tendance de fond, elle reste haussière à moyen terme tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance haussière. Et maintenant, ça se découpe par une série d'impulsions et de corrections. Des impulsions, on en a connu 4 sur la période. Elles font de l'ordre de 10% en moyenne. Un peu moins pour la première, 8,5%, un peu plus pour celle de novembre, 12%, et celle de juillet, 10%, et la dernière, 10% aussi. Donc ça, c'est la taille moyenne des impulsions. Et puis vous avez trois corrections dans la période qui ont été de l'ordre de 7% en moyenne. Donc là, après le pic de ce début janvier, il semble qu'on soit dans une phase de respiration. Voilà, pour le moment, les tendances, le marché européen se comporte comme ça. On n'est plus dans de la ligne droite rapide, comme c'était le cas entre octobre 2020 et le printemps 2021. On est sur quelque chose de toujours haussier, mais qui est fait d'impulsion et de correction qui a un rythme un peu plus lent que le rythme précédent. Page suivante. Là, on parle de Nasdaq équipondéré. Donc, comme disait Cédric tout à l'heure, c'est important de regarder un petit peu les sous-indices, les indices équipondérés, parce que le marché américain est assez concentré alors notamment sur 7 grosses valeurs technologiques, hein. Si vous prenez le Nasdaq 100 et que vous prenez les 7 plus grosses valeurs, que sont les 5 GAFAM plus Tesla et Nvidia, ça représente 50% de l'indice. Ces 5 valeurs-là représentent 50% de l'indice. Donc pour avoir une vision un peu plus large de tout le marché américain, on en passe par regarder notamment ces indices équipondérés. Donc vous avez en haut le Nasdaq 100 équipondéré. Et donc déjà on constate qu'il y a eu la hausse très très forte de 2020 et une hausse qui reste assez forte mais qui a commencé à ralentir à partir du mois de mars, qui est portée par cette ligne de tendance haussière moyen terme en bleu et puis la moyenne mobile 100 jours en vert. La ligne de tendance haussière moyen terme en bleu a été un petit peu mise à mal ces derniers jours. Et on est venu chercher de la moyenne mobile de 100 jours haussière en vert. On a préservé, on a rebondi. C'était assez important quand même. Et maintenant, si on regarde le ratio relatif, on voit que, en violet, on voit que le Nasdaq équipondéré a plutôt tendance à sous-performer le S&P 500 équipondéré depuis le mois de mars dernier. Et ça reste vrai à plus court terme. On a une moyenne mobile de 100 jours relative qui est baissière. Donc ça rejoint ce qu'on disait sur la value commence petit à petit à faire mieux que la croissance. Parce que dans le Nasdaq, on a essentiellement des valeurs de croissance. Donc on est dans l'idée qu'il y a un ralentissement de la hausse. Le ralentissement devrait se poursuivre, mais ça reste quand même haussier jusqu'à preuve du contraire. On parlait tout à l'heure sur le CAC d'un trend haussier moyen terme qui a une pente de 10%. Donc une pente de 10%, c'est tenable, hein. Ce n'est pas une hausse vertigineuse. Par contre, si on regardait du Nasdaq 100 version non équipondérée, hein, pas celui que vous avez sous les yeux, mais le Nasdaq 100 au global, un peu dominé par les 7 grosses valeurs dont je vous parlais, il a une pente, hein, une hausse, le trend en bleu que vous voyez sur le Nasdaq 100, elle est de 35% en rythme annuel. Ça, par contre, monter de 35% tous les ans, ça devient un peu plus compliqué. Donc, on va bien en passer par des phases un peu plus lentes pour un petit peu normaliser les choses. Page suivante. Donc ça, c'est pour montrer un petit peu qu'il y a de la dispersion un peu intrasectorielle même à l'intérieur, par exemple, de la technologie. Là, c'est Goldman Sachs qui fournit ces indices-là. Vous avez en blanc c'est le Nasdaq 100 dont je vous parlais. Et vous avez ensuite des sous-secteurs de la technologie, les sous-secteurs chers ou les sous-secteurs non rentables de valeur à croissance supposée future forte, mais qui sont dans des phases de début de vie qui sont des phases de non-rentabilité à l'instant T, et donc qui sont en violet et en bleu. Donc on voit que ces indices, ces sous-segments chers de la technologie, à très forte croissance, sont en train de sous-performer alors qu'ils avaient surperformé très fortement fin 2020. Donc on est dans une phase de marché qui est un peu plus regardante
et qui cherche un peu à sélectionner les dossiers plus solides que dans la phase précédente qui était un petit peu euphorique. Page suivante. Ça rejoint ce que disait Cédric. Là, vous avez les 20 secteurs de l'Eurostoxx depuis le mois de mai. Et on voit que 14 secteurs sur 20 sont dans un mouchoir de poche de 5% d'amplitude de performance. Le seul qui est franchement à la traîne, c'est le secteur voyager loisirs, notamment pour sa partie transport aérien de personnes qui est quand même en souffrance et avec bon, on va se poser sur ce secteur-là, même s'il n'y avait plus du tout de pandémie. Il a été sous perfusion longtemps, il est rentré dans la crise avec une situation financière moins saine, et donc ils vont repasser par des phénomènes de recapitalisation et autres. Donc même si ils voyaient le bout du tunnel, une situation financière à assainir. Donc c'est un secteur un peu particulier. Mais si on prend tous les autres, la plupart des autres sont dans un range de performance très très resserré. Les meilleurs secteurs sur la période, de peu, mais les meilleurs secteurs sur la période sont deux secteurs value, justement, la banque et l'énergie. Ces secteurs-là qui avaient été massacrés dans la première phase de 2020. Donc, c'est ce qu'on disait, ayons une allocation sectorielle un petit peu tout terrain qui permettent un peu de traverser toutes les phases avec un peu plus de sérénité et qui se réintéressent notamment aux secteurs un peu délaissés, peu à la mode, mais qui sont intéressants, ne serait-ce que parce qu'ils sont peu chers et parce qu'ils versent un dividende important, quasi assuré. Je ne sais pas s'il reste une dernière slide. On a terminé pour cette partie-là. On a terminé, merci Lionel. Donc voilà, en termes de conclusion, avant de passer à vos questions, il ne faut pas avoir peur de la Fed. C'était prévu, c'était annoncé, donc oui, il va y avoir un resserrement monétaire. Il est engagé et pas d'inquiétude entre guillemets à avoir puisqu'il n'y a pas de surprise en tout cas sur le plan boursier. Et ensuite, statistiquement, vous voyez, on n'est pas forcément dans quelque chose comment dire de très noir pour les indices. Et ensuite, comme a pu le montrer aussi Lionel, c'est pas parce qu'on a eu une très forte progression du S&P l'année passée que forcément cette année il va y avoir une correction. Alors l'année 2021 est donc une année particulière, on est revenu dessus avec des progressions de tous les indices, mais il faut quand même regarder cette granularité et surtout l'inflexion en fin d'année. Et c'est cette inflexion avec le retour peut-être de secteurs plus cycliques, de valeurs peut-être un peu plus petites, qui font que cette hausse de taux va être un formidable moteur de rotation vers des secteurs plus cycliques, vers des valeurs plus cycliques, vers des small caps ou des secteurs oubliés. Le stock picking va donc devenir extrêmement important sur l'année, notamment pour jouer ces fameuses rotations intrasectorielles que Lionel a pu citer. Et enfin, au niveau des portefeuilles, donc place à des portefeuilles diversifiés, que ce soit sur le plan sectoriel, mais aussi en termes d'équilibre et donc de pondération. Voilà ce qu'on pouvait retenir, ce qu'on voulait partager avec vous. Alors, je vais passer aux questions. Alors, Lionel, peut-être plus une question un peu technique pour toi sur l'utilisation de moyennes statistiques de retour sur une moyenne mobile 200 jours. Est-ce que c'est cohérent avec des banques centrales qui injectent énormément de liquidités, donc effectivement qui peuvent un peu déformer? Alors, c'est vrai, quand je regarde ces indicateurs techniques, je les regarde de manière pure, hein, sans me préoccuper, entre guillemets, des politiques monétaires. Après, ce que disent nos économistes dans le groupe, hein, c'est que on est dans une phase, ce que dit aussi Jérôme Powell, c'est qu'on est dans une phase un peu de normalisation monétaire. Il ne parle pas de resserrement monétaire dur, mais de cette fin d'expansion monétaire énorme qu'on a connue dans ce passé récent. Et donc, on va être dans une phase voilà, plus normale. Voilà, on va plus être dans de l'exceptionnel comme on l'était avant. L'exceptionnel soutien monétaire est fait et maintenant on rentre dans quelque chose de plus traditionnel. Alors merci Lionel, j'ai une question sur la diversification géographique, sur les sentiments sur les États-Unis et l'Asie. Alors, l'Asie, on vous l'a dit, moi, je vous l'ai dit, c'est un de nos paris qui n'a pas fonctionné au premier semestre 2021. L'Asie, c'est surtout la Chine.
On a vu une croissance du PIB qui est autour de 2,5, je crois, pour 2021, donc extrêmement attendu, en tout cas extrêmement faible, loin des 6,5, 7 auxquels on était habitué. Il y a un resserrement, que ce soit monétaire, que ce soit réglementaire, que ce soit politique, qui est mis en place. Ce que l'on pense, c'est que c'est peut-être encore un peu trop tôt pour aller pour se repositionner fermement sur l'Asie, sauf si vous avez une vision extrêmement long terme. Mais à court moyen terme, on préfère privilégier l'Europe. Et ce aussi par rapport aux États-Unis. On pense que, alors, c'est pas une volonté, si on parle des États-Unis, de devenir négatif sur les actions aux États-Unis. C'est plus sur le fait que on a parlé des technologies, on a parlé des big cap technologies américaines. On pense qu'elles sont à un niveau quand même extrêmement exigeant, que la moindre déception pourrait entraîner des corrections, et que c'est peut-être l'opportunité aujourd'hui de commencer à baisser un peu son exposition sur ces grosses valeurs, pardon, pour aller sur l'Europe. Donc voilà, se désensibiliser un peu aux États-Unis pour aller un peu plus sur l'Europe, notamment via les sociétés, les grosses tech américaines. Pardon. Oui, Euh, oui, Lionel, tu veux ajouter peut-être quelque oui, chose? juste Vas-y, vas-y. pour compléter, ce serait logique, hein, si on est cohérent, si on dit que la value petit à petit rattrape et fera un peu mieux que la croissance, c'est logique de considérer que les marchés européens vont faire un petit peu mieux que les marchés américains, puisque la partie croissance est beaucoup plus pondérée dans les marchés américains, dans les indices classiques, dans les indices larges américains. Alors ensuite, j'ai une question que j'adore, c'est une question qui revient régulièrement, mais qui est clé en fait pour construire son portefeuille, c'est quelle est la part de liquidité pour réagir aux opportunités en 2022. Alors, la part de liquidité, nous on considère chez Portzamparc que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement personnel. C'est personnel puisque l'essentiel d'un investissement en bourse, c'est d'être euh, avec une certaine sérénité. C'est d'abord, les marchés sont quand même très stressants. Ils peuvent mettre votre cœur à rude épreuve, puisqu'on a on l'a vu, hein, Lionel l'a mentionné, le CAC, on a fait plus 10, moins 7, plus 10, moins 7. Bon, bah, on peut avoir tendance à un peu craquer quand on fait un moins 7, et donc à tout lâcher. Donc, ce qui est important, c'est de savoir, vous, quelle est la poche de liquidité avec laquelle vous êtes à l'aise. Nous, on vous accompagne chez Portzamparc en considérant qu'on doit être investi. On doit être investi. Par contre, parfois, il va y avoir des prises de bénéfices à faire. On va couper des positions. Alors, des positions, on essaye le plus souvent gagnantes, ou des positions qui commencent à perdre, mais on les coupe parce qu'on estime qu'il y a une mauvaise tendance qui s'enclenche. Et c'est plutôt à ce moment-là qu'il y a des réarbitrages à faire. Donc c'est plus nous on va plutôt faire de la liquidité de manière opportuniste. On parle des big tech US. Bon bah voilà, peut-être on est sur des points intéressants. Peut-être commencer à les à les couper. À les couper, on attend un petit peu et ensuite on attend une opportunité pour se repositionner. Donc il n'y a pas de ratio cible clé en termes de liquidité. C'est plus une question de confort pour vous et la manière dont vous considérez votre investissement en bourse serein, parce que c'est 5, 10, 15, 20, 30%. C'est très difficile de répondre pour tout le monde. C'est vraiment plus une question d'allocation, c'est du tactique et puis c'est vous par rapport à votre aversion au risque ou au contraire à la sérénité. Oui, pour rebondir, Cédric, sur ce que tu dis, c'est vrai que l'exercice qui consiste à se dire, bon, je fais un peu de liquidité et puis je le réinvestirai plus tard, c'est un exercice compliqué hein, pour l'investisseur, puisque imaginons hein, que le niveau de cash moyen soit, allez, par exemple au hasard 15%. Il se trouve que c'est le niveau de cash moyen des investisseurs au conseil chez nous. C'est en moyenne, c'est autour de 15%, moyenne historique long terme. Hein. Donc, imaginons qu'un investisseur ait 15% dans le portefeuille et se dise, bon, sur correction, bah, je investis cette partie-là. Sur le papier, c'est facile à dire. En pratique, c'est plus compliqué à faire puisque quand ça corrige, il y a toujours des bonnes raisons pour ça. En général, c'est qu'il y a des mauvaises nouvelles. Et donc, quand ça se passe et que ça corrige, on n'a plus très envie de réinvestir ces 15% et on craint que ça baisse plus. Et du coup, quand il y a le moins 7 en question, bah, on n'ose pas y aller. Et donc finalement, c'est un peu un leurre de s'imaginer qu'on va réussir à vendre en haut, acheter en bas et réussir à piloter la part de cash comme ça. Donc c'est plus comme disait Cédric, c'est plutôt une question personnelle de confort en fonction de sa propre aversion pour le risque qui diffère d'un investisseur à l'autre. Et c'est plus par rapport à ça
que chacun doit se situer. On a ensuite une question, alors je suis pas sûr de bien la comprendre, mais on va essayer de dresser une réponse. Mais quelle est la classe d'investisseurs qui entraînerait l'évolution que vous prévoyez et que se passe-t-il si 100% des investisseurs avertis adoptent la même politique? Alors, moi j'aimerais bien que tout le monde adopte la même politique. Bon, d'un autre côté, ça rendrait le marché un peu ennuyeux. Ce que l'on pense, c'est que voilà, nous ne sommes que de modestes investisseurs privés, particuliers. On vous accompagne en ce sens. On essaye de capter des tendances. On essaye de voir, de dresser des scénarios. Donc le scénario que je vous ai partagé, qu'on vous a partagé avec Lionel, c'est on va dire plus pour ma partie ce que reflète BNP Paribas banque privée, la partie donc vraiment investisseur particulier. Et ensuite, on a ce que Lionel vous donne, ce que vous partage, c'est son approche analyse technique avec les outils techniques qu'il a à sa disposition. Alors, on n'a pas de boule de cristal, on dresse des scénarios comme ça, on essaye de se projeter. Donc, on s'appuie sur l'histoire, on s'appuie sur les pronostics également de croissance du PIB que peut faire la banque, que peut faire BNP Paribas, mais aussi les croissances d'inflation. Donc, on essaye de dresser un scénario. C'est vrai que c'est ce que vous soulignez dans votre question. Il y a énormément d'investisseurs avec des optiques différentes. Nous, on est plutôt sur une optique quand même moyen-long terme de gestion de patrimoine, de construction de portefeuille, qui peut peut-être être différente d'investisseurs très court terme avec des moyens et des niveaux de rotation plus élevés. Donc, je pense pas que tout le monde fasse la même chose. C'est ce qui fait la richesse du marché. Voilà, on essaye d'accompagner des tendances en ce qui nous concerne. Jamais il y aura 100% d'unanimité parmi les investisseurs sur telle ou telle thématique, hein. On peut voir, là, ils continuent à privilégier parce que c'est leur profil que les valeurs de croissance, les investisseurs offensifs, à l'inverse d'autres qui ont en horreur ces valeurs-là, qui ne veulent que des valeurs qui versent beaucoup de dividendes, moins volatiles. Et puis vous avez une granularité avec tous les profils intermédiaires. Donc on n'aura jamais 100% des investisseurs qui penseront la même chose au même moment quant au sens du marché ou au choix des secteurs ou des valeurs. Alors, il peut y avoir des gros, je vois votre suite de remarques, mais il peut y avoir des gros investisseurs, Goldman Sachs ou autres banques qui font les tendances, mais malheureusement, c'est surtout les flux passifs qui font la tendance. C'est plus les trackers, les achats automatiques hein, qui vont provoquer des tendances, qui vont provoquer des rachats. Ensuite, on a quand même les fondamentaux des sociétés. Et aujourd'hui, ça, je vais boucler avec la question précédente, c'est aussi l'abondance de liquidités dans le marché qui fait peut-être aussi la tendance. Et plus avec une inflation, l'autre côté, il vous reste un actif où il y a encore du rendement, ça reste les actions, en contrepartie d'un risque important, on est d'accord. Concernant le secteur de la santé, alors il y a des questions sur les valeurs, les recommandations. Alors, comme mes collègues vont en parler dans 2 semaines, je pense que c'est mieux de leur laisser la parole. Néanmoins, sur le secteur de la santé, peut-être, Lionel, quelques grandes tendances? Alors c'est vrai que le secteur de la santé, pour le coup, n'est pas. Alors bon, déjà, pour commencer au global, le secteur de la santé redevient intéressant en termes de performance et se situe dans le peloton de tête dont je vous parlais tout à l'heure, alors qu'il était le secteur le plus délaissé dans la phase que j'appelle risk on du marché, la phase octobre 2020, printemps 2021, où ce secteur a été délaissé au profit de secteurs plus risqués, plus cycliques. Donc maintenant, ce secteur a sa place. Déjà, première chose, au global. Deuxième chose, c'est un secteur où c'est pas homogène à l'intérieur entre des valeurs plutôt typées croissance, qui font de la croissance organique, qui ont voilà, des niveaux de croissance assez élevés, je pense au hasard Eurofin ou Sartorius Tedim. Et puis en face de ça, des valeurs qui n'ont rien à voir, comme Sanofi, euh, géant pharmaceutique, généraliste, bien diversifié, beaucoup moins volatile, qui avance beaucoup plus doucement, qui n'avance pas d'ailleurs ces derniers mois, mais on peut espérer que justement une valeur comme ça ait sa place dans une phase de marché qui donne plus sa place aux valeurs value. Voilà, donc c'est un secteur qui est un peu plus hétérogène en termes de style à l'intérieur. Peut-être une question, une dernière question sur beaucoup de titres vifs hein, qui franchissent à la baisse leur moyenne mobile 200 jours. Il y a eu l'exemple qui est cité qui est Eurofins. Je pense que c'est aussi dans ce contexte de rotation intrasectorielle. Ce qu'on se disait en comité d'investissement, c'est que encore plus que
d'habitude, faut donner la priorité aux grands leaders et faire attention aux secteurs qui commencent à décrocher. Il y a vraiment des tendances mauvaises, donc qui se traduisent justement par les moyennes mobiles. D'ailleurs, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller sur le site qui s'appelle expertbefi.fr, qui retrace un peu et qui donne une cartographie justement de l'orientation d'un peu plus de 200 titres que l'on peut suivre. Je pense que ça peut vous donner beaucoup de granularité par rapport à ces tendances. Mais effectivement, on a des titres qui sont en train de casser des moyennes mobiles et c'est là où il faut être très très vigilant. C'est là où il faut peut-être justement vendre si la tendance est confirmée et aller sur d'autres supports. Une dernière question sur le secteur auto, qui est, bon jeu de mots, qui a déjà bien redémarré depuis le début de l'année. Oui, bah, il fait partie de ce segment value. En tout cas, les grands constructeurs généralistes, hein, les Stellantis, les Volkswagen, Daimler, par exemple, sont dans ces indices value. Donc, ce sont des titres qui ont tendance à être plutôt recherchés dans la phase qu'on vient de connaître. Euh, bon, après, la hausse n'est pas complètement unanime dans le secteur. Vous voyez, du côté de certains équipementiers, comme Forestia par exemple en ce moment, la tendance est plus faible. Mais bon, pour l'essentiel, pour les grands constructeurs, le contexte est plutôt porteur et plutôt au rattrapage, puisque le marché s'intéresse à des valeurs multiples de valorisation raisonnables. Je pense qu'on a un peu la même tendance qui se dessine sur les bancaires, avec un secteur qui est sorti de la torpeur dans laquelle la crise de 2008 l'avait plongé et qui se réveille depuis un peu plus, presque un an maintenant. Voilà, globalement depuis octobre 2020. Le secteur bancaire a fait son plus bas relatif à ce moment-là et il surperforme depuis. Alors certes pas en ligne droite, hein, c'est fait de petits à-coups, mais il est toujours dans cette phase de surperformance. Voilà. Mais écoutez, nous avons fait le tour des questions ou presque. Je vous remercie pour votre participation. Merci Lionel pour cette présentation qui reste disponible en replay sur la chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver ça dès la fin de l'après-midi. Merci à tous et très bonne journée. Au À, revoir. à très bientôt.